Bonjour Caroline, avec Bonjour. aujourd'hui comme invité Éric Ciotti. Éric Ciotti, député des Alpes-Maritimes. Alors, vous le savez, il est en première ligne contre la loi antiterroriste défendue par le gouvernement. Alors, quand certaines associations de défense des droits de l'homme trouvent cette loi liberticide, lui considère qu'elle ne va pas assez loin. Bonjour Éric Ciotti. Bonjour. Alors je le disais, le gouvernement porte une loi antiterroriste qui fait entrer l'état d'urgence dans le droit commun. Vous devriez être le premier à applaudir, en réalité. Ce postulat est faux. L'état d'urgence ne va pas rentrer dans le droit commun. La réalité, quelle est-elle? Pour la première fois depuis 2015, notre pays va voir ses dispositifs de protection et de lutte contre le terrorisme affaiblis. C'est la réalité. Demain, il faut que les Français le sachent, les mesures pour protéger contre la barbarie islamiste, pour les protéger, seront plus faibles, seront allégées, moins de perquisitions administratives, plus d'assignations à résidence. Quelqu'un qui aujourd'hui était assigné à résidence, désormais va l'être dans la ville. Ça veut dire qu'à Paris, quelqu'un pourra librement circuler à Paris alors qu'il est assigné à résidence. Il n'y aura plus de possibilité de contrôle d'identité sans le consentement de la personne. Bref, c'est un texte de communication qui laisse croire qu'on va augmenter les dispositifs, mais on aboutit au contraire. Après, pourtant, ce long chemin tragique, et alors que le ministre nous dit que la menace reste maximale, il nous dit même qu'on a déjoué 12 attentats depuis le début de l'année, et c'est au moment où il y a cette menace qu'on baisse la garde. Vous n'êtes pas du tout dans la caricature, là, Éric Ciotti. Non, parce je que, ne crois pas. par exemple, hier, dans Libération, Henri Leclerc, grand pénaliste, ancien président de la Ligue des droits de l'homme, s'est livré à une charge contre ce texte-là, considérant qu'il est liberticide et qu'il fait entrer dans le droit commun des procédures qui devraient être exceptionnelles. Alors, il explique, par exemple, que le préfet pourra décider d'une assignation à résidence dont vous parlez dans une ville, à l'instant. Dans une ville. Dans une ville, c'est-à-dire que quelqu'un assigné à Paris, on l'a compris, je crois, mais ou à Lyon ou à Marseille pourra circuler librement. Sur la foi d'informations, de notes blanches relevant des services de renseignement, explique-t-il, ce qui pose un problème. Ça, par exemple, ce genre d'éléments. Le fait que dans le débat, on prenne en compte la question des libertés, ça vous choque? Chacun s'exprime. Ce débat entre liberté et sécurité, il est aussi ancien que la démocratie, que la République. Ce que je constate, c'est que là, depuis... on est en période d'état d'urgence et qu'on est sous le coup d'une menace que vous avez qualifiée on est surtout sur une période où depuis 2 ans, 2015, 7 janvier 2015, il y a eu 239 morts, 800 blessés en France. Et la menace, elle est encore là. On a vu Barcelone, on a vu Londres, et c'est cet instant que le gouvernement choisit pour sortir de l'état d'urgence et pour arrêter les contrôles aux frontières. Je dis, et nous disons à l'Assemblée nationale, les Républicains, que c'est irresponsable. Et nous formulons des propositions pour renforcer nos outils contre le terrorisme. Ce texte comporte beaucoup de lacunes. Il n'y a rien sur les moyens, il n'y a rien sur la réponse pénale, rien sur la radicalisation en prison, autant d'exemples. Vous avez dit très vite, on va supprimer les contrôles aux frontières. Il y a un élément dans le texte qui prévoit d'allonger la durée des contrôles sur des zones de 20 km aux frontières et aux abords des gares et aux abords des aéroports. C'est prévu par Schengen, mais... le temps des contrôles est alourdi, on va le dire comme ça, par ce texte-là. On ne peut pas dire qu'il n'y a rien sur ce sujet-là. On va, là encore, ouvrir beaucoup plus largement nos frontières. Le contrôle aux frontières a été mis en place le 11 novembre 2015, au moment de la COP21, et renforcé après l'attentat du Bataclan. Schengen permettait une dérogation de 2 ans. Je reproche à Emmanuel Macron de ne pas avoir pris son bâton de pèlerin, d'être allé auprès de la Commission européenne, d'avoir réuni le Conseil européen, les chefs d'État européens, pour dire... On est face à un risque terroriste qui touche toute l'Europe. On l'a vu dans d'autres pays. Il faut maintenir ce contrôle migratoire. D'autant plus que nous sommes face à des flux migratoires. 100 000 migrants en situation irrégulière sont arrivés sur les côtes italiennes. 40 000 ont été interpellés à Menton, dans mon département. Et c'est là encore ce moment où le gouvernement fait preuve de faiblesse. Donc nous avons des différends très profonds et nous les exprimons à l'Assemblée nationale tout en souhaitant. On a déposé une centaine d'amendements et nous allons avec Guillaume Larrivé déposer une proposition de loi
pour renforcer notre dispositif, créer une cour de sûreté contre le terrorisme, prévoir une garde à vue de 30 jours pour les terroristes. Il faut arrêter d'être naïf. On combat le terrorisme aujourd'hui avec une arme sans munitions. Je l'ai dit à Gérard Collomb hier soir. Lionel Jospin, en d'autres temps, avait reconnu une forme de naïveté. Si j'avais à qualifier ce texte, je dirais qu'il est naïf face au terrorisme. Il est naïf, le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. Il n'a pas cette image-là. Il n'a pas une image de laxiste. En tout cas, moi, je regarde les actes, les discours, la communication. C'est la marque de ce pouvoir. Je dirais même c'est sa première compétence. Le Premier ministre, le Président de la République font chaque jour assaut de communication. Moi, je veux juger... Vous parlez du ministre de l'Intérieur, vous avez botté en touche. Et le ministre de l'Intérieur également. Je veux juger les actes. Il a un discours de fermeté, mais il a un texte de faiblesse et il a une politique sur l'immigration qui est très faible également. La version Éric Ciotti, c'est qu'en réalité, on reste définitivement dans l'état d'urgence. On n'en sort pas. On en sort on n'en sort pas tant que la menace est maximale. Pourquoi on en sort? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des éléments objectifs qui nous laissent entendre que la barbarie islamiste ne frappe pas la France? Regardez tout ce qui s'est passé depuis plusieurs mois. Les attaques contre les militaires de Sentinelle, l'attentat de Barcelone, terrifiant, un réseau de plusieurs personnes qui menaçaient un grand monument international. Est-ce que l'état d'urgence nous a protégés des attentats? En tout cas, il a permis l'ouverture de 30 procédures judiciaires, 4500 perquisitions, 760 assignations à résidence. Même si un attentat avait été évité, et il y en a qui ont été évités grâce à l'état d'urgence, ce serait déjà positif. C'est une lourde responsabilité aujourd'hui de sortir de ce dispositif qui n'était pas la panacée, ce n'est pas la réponse à tout. Je ne dis pas que l'état d'urgence va éviter tous les attentats, mais l'état d'urgence peut éviter un ou plusieurs attentats et c'est déjà une victoire. Un mot sur les routiers qui reconduisent le mouvement aujourd'hui, même si la mobilisation semble légèrement en baisse. Est-ce que vous dites à vos anciens camarades, je ne sais pas, je pense à Édouard Philippe ou à Bruno Le Maire, tenez bon? En tout cas, je leur dis que les blocages sont inacceptables. On n'a pas le droit de bloquer un pays pour une revendication. Le débat doit avoir lieu par la discussion, par la négociation, par la manifestation, mais en tout cas pas par le blocage. Le blocage de ceux qui travaillent, de ceux qui ont droit à circuler librement dans un pays, d'aller à l'école, d'aller au travail, est intolérable et inacceptable. Il y avait des forces de police qui étaient présentes pour éviter le blocage. Et c'est bien. En tout cas, ce mouvement ne doit pas s'étendre et les pouvoirs publics doivent prendre les moyens pour assurer la liberté de circulation. Merci beaucoup, Éric Ciotti. C'est à vous, Laurent.